Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Je vous propose de voir ce matin la suite des travaux de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Une commission d'enquête qui a été lancée à l'initiative du groupe RDSE, ce groupe à majorité de radicaux de gauche, et qui a pour rapporteur le président de ce même groupe, le sénateur Jacques Mézard. Cette commission d'enquête a pour objectif d'auditionner le maximum d'autorités administratives en France. Il y en a environ une quarantaine, et de voir si ces autorités qui ont aujourd'hui un rôle central dans notre dispositif institutionnel n'ont pas justement acquis trop de pouvoir, et notamment au détriment des pouvoirs exécutifs et législatifs. Place ce matin à l'audition de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, qui a pour mission de voir si l'ouverture à la concurrence du marché des télécoms, du marché postal se déroule correctement et qui doit ensuite réguler les marchés correspondants. Ce gendarme des télécoms, je vous le disais, a donc un pouvoir important. Il a même un pouvoir de sanction dont il a fait récemment l'usage en Outre-mer en retirant les fréquences 2G et 3G à 2 opérateurs. Mais voilà, malgré ses missions, son budget reste restreint et notamment il est en baisse entre 2009 et 2014 de 40%. Alors l'ARCEP a-t-elle les moyens de ses missions? Est-ce que ce statut d'autorité administrative indépendante lui est utile? Réponse tout de suite. L'ARCEP, je rappelle, a été créée il y a 15 ans sous le nom d'Autorité de régulation des télécommunications, ART. C'est par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 pour accompagner l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et pour réguler les marchés correspondants en mettant en œuvre les objectifs que lui assigne le cadre communautaire et puis le législateur français. La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a étendu les responsabilités de l'autorité, devenue à cette occasion l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. L'autorité, je rappelle, est composée d'un collège de 7 membres. 3 d'entre eux sont désignés par le président de la République et les 4 autres, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Depuis mars 2014, et pour répondre à l'invalidation par le Conseil constitutionnel de dispositions législatives relatives au pouvoir de sanction de l'ARCEP, le collège siège sous 3 formations distinctes et je pense que vous nous exposerez lesquelles. Comme son nom l'indique, les activités de l'ARCEP s'exercent dans le champ des télécommunications et celui du secteur postal. S'agissant du marché des télécommunications, vous en fixez les règles de fonctionnement à la fois en définissant une régulation dite asymétrique à l'égard des opérateurs puissants, mais aussi une régulation dite symétrique qui fixe des règles générales s'imposant à tous les opérateurs. Vous nous les exposerez dans votre présentation. Vous disposez également d'un pouvoir de sanction à l'égard des opérateurs ne respectant pas leurs obligations, et vous exercez également d'une compétence pour régler les différends entre ces opérateurs. S'agissant du secteur postal, c'est la loi du 9 février 2014 qui fixe 2014 ou 2010. C'est 2000. Bon, là j'ai un doute. Qui fixait au 1er janvier, non, ça doit être 2010, qui fixait au 1er janvier 2011 l'ouverture totale du marché postal et qui a confirmé et étendu les missions de l'autorité. En tout cas, je souhaite que vous les détailliez. Vos compétences ont été élargies par la transposition du 3e paquet télécom et se voient confier de nouvelles missions, notamment s'agissant du très haut débit fixe et les dispositions du projet de loi Macron. Comme la loi le permet, ce rappel étant fait, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé à la fois en version papier et sur le site Internet. Votre audition est ouverte au public et à la presse et fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Alors, je vais vous inviter à prêter serment, ainsi que monsieur, je redonne le nom, monsieur Loutrel Benoît, qui est votre directeur général. Donc, je vous invite à prêter serment l'un après l'autre. Serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup.
Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations, on va dire dans une dizaine de minutes, durant une dizaine, et puis ensuite notre rapporteur Jacques Mézard et les membres de la commission qui le souhaitent vous poseront des questions. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la membre de la commission, messieurs, dames. Écoutez, je vais peut-être vous décrire l'ARCEP un peu en complément de ce que vous avez dit et surtout en creux par rapport à l'ensemble des présentations que vous avez déjà eues sur les différentes autorités, qui sont des animaux effectivement qui appartiennent à la même espèce mais avec on va dire, des déclinaisons un petit peu différentes. Et puis je vous donnerai peut-être des éléments d'actualité par rapport à l'autorité. L'ARCEP est une autorité de régulation avec une très forte dimension technique. Nous sommes précisément ce qu'on appelle un régulateur technico-économique et nous sommes connus notamment pour nos fameuses réunions multilatérales dans lesquelles nous réunissons tous les opérateurs sur des sujets extrêmement précis, extrêmement techniques sous la direction des services de l'ARCEP pour régler des problèmes concrets. Souvent il s'agit de problèmes opérationnels, de comment est-ce que les tuyaux sont connectés les uns avec les autres. Nous avons également une dimension tarifaire dans notre régulation et donc nous manipulons également des modèles de coûts qui nous permettent de fixer des références de prix, voire parfois d'imposer des prix. La deuxième caractéristique de l'ARCEP, c'est que nous avons une part importante de notre régulation qui se fait en codécision ou en accompagnement avec le gouvernement. La loi qui organise la régulation prévoit bien que la régulation est conjointement mise en œuvre par le ministre chargé des communications électroniques et l'ARCEP, ou le ministre chargé des postes et l'ARCEP en ce qui concerne les postes. Il me paraît important de le rappeler. Par exemple, en matière de fréquence, outre le fait que le Premier ministre définit les différentes attributions de fréquence, nous lançons les appels d'offres d'attribution des fréquences dans un processus de codécision avec le gouvernement. C'est ce que nous venons de faire, par exemple, sur la bande des 700 MHz. Nous proposons un dispositif et il est homologué par le gouvernement. Donc c'est une affaire qui se fait à deux. Il y a un certain nombre de décisions homologuées, j'y reviendrai, c'est la fameuse régulation symétrique que vous avez mentionnée. Et puis, parfois, de manière peut-être un peu moins formelle, nous sommes dans un travail conjoint avec le gouvernement lorsque, par exemple, il y a des projets de couverture du territoire qui sont gérés au niveau national, comme le plan France Très Haut Débit, comme le programme des zones blanches mobiles. Dans ce genre de situation, eh bien, il y a une association vraiment très étroite entre le gouvernement et l'ARCEP, et nous apportons toute notre expertise pour que ces programmes puissent être mis en œuvre. La troisième caractéristique, c'est que nous avons une relation forte et ancienne avec les territoires, puisque la loi pour la confiance dans l'économie de 2004 a instauré une capacité pour les collectivités locales de devenir elles-mêmes opérateurs. Et pour dire les choses poliment, je dirais que cette disposition n'avait pas été prévue par le cadre initial et est passée par voie d'amendement. Et donc, il a fallu co-construire avec les territoires cette intervention et sa bonne articulation avec le marché. C'est quelque chose que nous avons appris à faire en marchant. La quatrième caractéristique, c'est que notre régulation est extrêmement différente lorsqu'il s'agit de télécom ou lorsqu'il s'agit de poste. En matière de télécom, nous avons une régulation assez lourde qui est effectivement en deux volets. Premièrement, ce qu'on appelle la régulation symétrique, c'est-à-dire la régulation qui s'impose à tous les opérateurs et qui doit permettre le bon fonctionnement des réseaux. Cette régulation symétrique, par exemple, c'est l'acheminement gratuit des appels d'urgence sur le réseau téléphonique. C'est la contribution au service universel. Ce sont un certain nombre de questions de normalisation pour que les réseaux interfonctionnent de la bonne manière. Et puis, nous avons des obligations qu'on appelle asymétriques qui découlent d'une approche plus concurrentielle dans laquelle nous imposons des obligations particulières lorsqu'il y a des positions de marché très fortes détenues par certains opérateurs, par un processus qui s'appelle l'analyse de marché, qui est un processus qui se fait dans le cadre, en application du cadre communautaire, qui se fait après avis de l'autorité de la concurrence, après consultation publique, comme toutes les décisions que nous prenons, et puis après une approbation par la Commission européenne, ainsi que la confrérie des différentes autorités nationales qui chacune jugent leur pair
sur leur régulation, j'y reviendrai. Et donc cette régulation asymétrique, c'est celle typiquement qui nous permet d'imposer ce fameux dégroupage, qui a permis d'ouvrir le réseau téléphonique de France Télécom et de permettre, d'Orange maintenant, et donc de permettre ce développement du marché du haut débit qui en fait aujourd'hui l'un des marchés les plus compétitifs du monde. En contraste, notre intervention sur la Poste est beaucoup plus légère. Nous sommes, je dirais, un tiers de confiance dans la relation État-Poste. Et notamment, notre intervention est principalement centrée sur la question du service universel. Nous veillons à ce que le service universel postal soit rendu dans les conditions prévues par les textes, notamment que la qualité de service postal soit respectée. Et nous participons également à des évaluations en matière de coûts d'évaluation donc de la mission de service public postal. Caractéristique également de l'ARCEP, sa dimension européenne, j'y ai fait référence, 80% en gros des règles que nous appliquons dérivent du droit communautaire. Nous sommes au sein d'un réseau de régulateurs qui est l'ORECE, l'organe des régulateurs européens des communications électroniques, et une partie importante de nos décisions sont contrôlées par la Commission européenne. Comme toutes les autorités, l'ARCEP est évidemment soumise à des contrôles par le Parlement, par les juges, le Conseil d'État qui juge nos décisions réglementaires, la Cour d'appel de Paris qui juge nos arbitrages, nos règlements de différends, la Cour des comptes qui vient de réaliser une procédure d'examen l'année passée. Et je tenais à vous signaler que nous avons 2 contrôles, entre guillemets, supplémentaires par rapport à ça, et c'est là la différence peut-être de l'ARCEP. Premièrement, je l'ai mentionné, la Commission européenne qui valide des décisions très importantes que nous prenons et qui a un droit de veto sur une partie importante de ces décisions. Et puis également la commission spéciale du service public des communications électroniques et des postes, qui est une commission bipartisane, bicamérale, et donc qui a rendu récemment un avis d'évaluation sur le travail de l'ARCEP auquel je vous renvoie. Vous m'avez également interrogé sur la question du pouvoir de sanction. Effectivement, nous avons récupéré l'an passé notre pouvoir de sanction parce qu'il avait été annulé par le Conseil constitutionnel afin de mieux séparer l'instruction du jugement. Et donc nous avons mis en œuvre ce nouveau pouvoir pour la première fois en retirant 3 licences d'opérateurs mobiles qui n'avaient pas déployé leur réseau, qui n'avaient pas payé leur redevance. Et cela se passait dans les DOM. Donc nous avons une organisation en 3 formations de jugement. Nous avons la formation plénière qui prend la plupart des décisions. Nous avons la formation de règlement de différends, de poursuite et d'instruction que je préside, qui est composée de 4 membres parmi les 7 membres du collège de l'ARCEP. Et vous avez la formation restreinte, qui est en fait la commission des sanctions, qui, elle, est la seule à avoir la capacité à prononcer des sanctions, qui est composée des 3 autres membres de l'ARCEP, du collège de l'ARCEP. Dernier point, mais ça n'est pas particulier à l'ARCEP, mais je dirais que c'est quand même un élément que je souhaitais souligner. L'ARCEP est donc composé d'un collège de 7 membres, dont les profils sont très diversifiés. Sur les 7 membres de l'ARCEP, 4 sont universitaires, d'une certaine manière, 3 sont avec un profil plus fonctionnaire, un membre du Conseil d'État, 2 membres du corps des mines. Voilà. Et donc ce collège de 7 membres est composé en termes de métier, on va dire d'origine, de 2 juristes, 2 économistes, 2 ingénieurs et un scientifique. Voilà ce que j'avais à vous dire principalement sur l'ARCEP. Je voulais vous dire un mot sur la revue stratégique que nous avons engagée à l'ARCEP le 24 juin dernier et qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles missions qui nous ont été confiées. Vous les avez mentionnées par la loi Macron, des missions pour accompagner le programme des zones blanches mobiles, des missions pour accompagner le plan France Très Haut Débit en aidant les collectivités locales sur leurs questions de tarifs, et puis une mission aussi sur la question de l'itinérance entre les différents réseaux et la manière de partager les réseaux mobiles. Nous avons des moyens qui sont évidemment contraints, comme toutes les administrations de l'État, et pour faire face à ces nouvelles missions, nous n'avons pas demandé de nouveaux moyens. Nous avons décidé de réaliser une revue stratégique qui nous permette peut-être de remplir de manière plus efficace ou de manière moins zélée un certain nombre de missions qui nous sont confiées aujourd'hui et qui sont peut-être moins critiques. Et donc, nous opérons un virage, un pivot, afin de pouvoir rester
dans une épure à peu près constante et de pouvoir remplir les nouvelles missions qui nous sont confiées. Je tiens à signaler que nous héritons de missions de la loi, mais nous allons aussi hériter de missions d'un règlement européen qui est en cours d'adoption, le règlement marché unique des télécoms, qui va nous donner la capacité de contrôler la neutralité de l'Internet, qui est une mission très importante. Dernier point, si vous me le permettez, Madame la Présidente. Je suis président de l'ARCEP depuis 6 mois, mais je pratique la régulation depuis 15 ans. Vous me permettrez peut-être une contribution un peu générale par rapport aux travaux que vous menez, si vous me le permettez, pour dire que moi, je suis attentif à tous les travaux parlementaires qui ont eu lieu ces dernières années sur la question des autorités administratives indépendantes. Et comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, ces travaux sont évidemment très, très utiles. Moi, ce que je pourrais vous dire à titre un peu personnel, c'est que depuis un certain nombre d'années, je vois des interrogations des élus de la nation par rapport à ces autorités qui peuvent être vécues un peu comme des objets technocratiques qui leur seraient un petit peu imposés. Et à titre personnel, moi, je ne verrais que du bien à ce que le Parlement puisse s'approprier pleinement ces institutions. Il y a eu un travail notamment qui a été fait, un rapport d'information par le sénateur Gélard, qui a donné lieu ensuite à 2 propositions de loi, une proposition de loi organique, une proposition de loi ordinaire. J'ai évidemment pas à me prononcer sur le contenu de ces lois, mais il me semble qu'à travers ces propositions, à travers votre travail, le Parlement aura vraiment toutes les cartes en main pour avancer et pour s'approprier pleinement ces institutions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Bien, je me demande, Madame la Présidente, en vous remerciant de me passer la parole, si je ne vais pas rebondir sur la conclusion de Monsieur le Président. Je vous fais confiance, Monsieur le rapporteur. D'abord, pour lui dire que c'est la plupart du temps le Parlement qui s'est imposé ce système. Peut-être en n'ayant pas en main tous les éléments pour en appréhender toutes les conséquences. Alors, vous nous dites, comme tous les présidents d'autorités administratives indépendantes, que vous souhaitez le contrôle du Parlement. Pour que ce contrôle soit efficient, il faut que le Parlement ait les éléments, y compris techniques, pour apprécier justement le travail réalisé par les autorités administratives indépendantes. Et c'est particulièrement difficile dans certains domaines techniques et, j'allais dire, en particulier dans des domaines tels que le vôtre. Quand je lis le rapport de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, je me demande, mais je me demande si vous n'avez pas fourni une grande partie des éléments de la réponse. C'est pas parce que le fait qu'ils sont tellement laudateurs à l'égard de votre autorité de la concurrence, parce que ça peut exister en toute indépendance du Parlement, mais avez-vous le sentiment que techniquement vous avez affaire à des interlocuteurs qui ont suffisamment d'éléments pour vous poser toutes les questions pertinentes? Je voudrais revenir sur la question de la contribution. Effectivement, on accuse souvent, on reproche, on soupçonne les AI de faire passer des petits messages. Oh, pas des petits. Hein. Voilà. Et je dois dire que je partage votre préoccupation. Je pense que ce serait effectivement problématique si les AI avaient une espèce de monopole technique et qu'elles alimentaient l'ensemble de leurs partenaires et des organes de contrôle. Et ce n'est évidemment pas le cas en ce qui concerne l'ARCEP, mais vous avez raison de cette vigilance. Je comprends que l'objet de cette commission spécifique, cette commission supérieure, c'est justement de pouvoir
sur des sujets techniques, accumuler de l'expérience. Et il y a un certain nombre de parlementaires de cette commission qui sont présents depuis un certain temps. Et je peux vous dire que nous avons régulièrement affaire à des spécialistes de nos sujets. Pour enfoncer le clou, je dirais, nous avons, comme je l'ai dit, une particularité à l'ARCEP, c'est la relation avec les territoires. Et comme vous le savez, il y a parfois des élus de la nation qui sont ou ont été également des élus locaux. Et très fréquemment, nous nous retrouvons dans des discussions avec des élus qui, premièrement, nous demandent des choses extrêmement précises sur la question de la couverture mobile de leur territoire, avec des citoyens qui sont extrêmement pressants à leur égard. Et puis, nous avons également des collectivités qui sont là, elles-mêmes engagées dans des projets qu'elles portent. Elles-mêmes des projets d'initiative publique qui, comme je l'ai indiqué, ont été permis depuis la loi, la LCEN de 2004, des projets extrêmement techniques, extrêmement importants, dans lesquels elles s'engagent sur 10 ans, 20 ans, avec des budgets d'investissement public de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui sont des projets extrêmement structurants et qui font l'objet de débats extrêmement précis à l'intérieur des exécutifs locaux. Et donc, nous avons le sentiment qu'il y a une expertise très forte de la part des élus de ce pays sur la question des réseaux. On ne saurait mieux dire. Bon. Ceci étant, quand je lis des réponses à des interviews que vous faites, je me demande si, y compris les parlementaires, si les élus de ce pays ont tous les éléments pour bien appréhender les directions vers lesquelles vous allez. Puisque vous avez posé la question des autorités administratives indépendantes, c'est un débat difficile. Et nous nous en rendons compte au fil des semaines, parce que à la fois, il faut donner un sens au mot indépendant, et en même temps, si l'indépendance correspond à un délitement du pouvoir de l'État, c'est inquiétant. Or, quand je lis votre profil, assez d'ailleurs particulier, vous venez de nous le dire, 15 ans d'expérience dans ce domaine, puisque j'allais dire que vous êtes presque un enfant de l'ARCEP. Et en même temps, in fine, vous avez quitté le cabinet de la ministre pour le lendemain vous retrouver président de l'ARCEP. Alors, ça interpelle quand même. Quel est votre sentiment là-dessus ? Parce que quand je lis, vous savez, ici on a l'habitude d'être clair, quand je lis, et on y reviendra, vos expressions publiques, où il y a manifestement une volonté d'indépendance, et j'allais dire, j'y reviendrai, de pouvoir dans le bon sens du terme d'ailleurs, et que en même temps vous étiez conseiller spécial de la ministre, on se demande si la balance est équilibrée, dans quel sens. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que, parce qu'en fait, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas une technicité un peu capturée et dont je serais un des représentants? Donc ça, je comprends bien, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question... Vous seriez le meilleur spécialiste. Et la deuxième partie de la question, ce qui n'est pas incongru ensuite. Oui. Bon. Et la deuxième question, c'est peut-on être indépendant du gouvernement en venant du gouvernement? Oui. D'accord. Alors sur la première question, écoutez, nous essayons de faire le maximum de pédagogie à l'ARCEP. Nous avons rendu un rapport annuel qui fait plusieurs centaines de pages. Nous avons souhaité rassembler en un document de 4 pages ce qu'est l'ARCEP, à quoi ça sert, quelles sont ses principales missions, ses principales priorités. Nous essayons de faire le maximum de pédagogie que nous pouvons. Lorsque j'avais été auditionné à propos de ma nomination par la Commission des affaires économiques du Sénat, il y avait un sénateur qui
qui avait dénoncé, on va dire, un langage technocratique, effectivement, qui avait pu être utilisé par l'ARCEP, et je m'étais engagé à effectivement simplifier les choses au maximum et à ne pas hésiter à ce qu'on lève des cartons jaunes ou des cartons rouges si jamais je devais utiliser un langage trop technocratique. Et je dois dire que jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de message en ce sens, mais nous restons vigilants à bien nous faire comprendre et à ce que nos décisions puissent être lisibles. Je tiens à vous signaler également que nous mettons en consultation publique l'ensemble des éléments, des décisions que nous prenons, et les opérateurs, les associations de consommateurs, les associations d'élus, les équipementiers télécoms, tout un écosystème de spécialistes regarde de très près notre travail, et donc il y a des cordes de rappel au-delà, au complément, je dirais, du contrôle parlementaire, qui sont importantes. Comme vous le savez, les grands opérateurs télécoms, pour au moins certains d'entre eux, sont détenus par des personnes qui peuvent avoir une certaine capacité à s'exprimer également. Et donc, je pense que du soir. Voilà. Et donc je pense que je pense qu'effectivement, en complément du contrôle purement démocratique, il y a un contrôle médiatique, je pense, qui est très important sur l'action de l'ARCEP, et qui émane de personnes qui, là, j'en suis vraiment certain, maîtrisent mieux que nous même la matière dont nous parlons, parce que nous ne sommes qu'un régulateur. Nous ne sommes pas un opérateur, donc nous incitons les opérateurs à faire. Concernant votre deuxième question, écoutez, je crois qu'il est important de rappeler ici que le président de l'ARCEP n'est pas un grand Manitou qui déciderait de tout seul. L'ARCEP est une autorité collégiale. L'ensemble des décisions qui sont prises par l'ARCEP sont longuement débattues dans cette collégialité dont j'ai souligné la diversité des profils, des origines, la diversité également des origines par rapport aux différentes échéances électorales qui peuvent rythmer la vie de notre nation, et donc qui sont également là aussi une garantie d'indépendance et de diversité. Et je tiens également à vous dire que je consulte également le collège non seulement sur les décisions que je prends, mais également sur les expressions publiques que je peux avoir, et donc de manière à ce qu'il y ait une pleine adhésion du collège de l'ensemble de l'action de l'ARCEP au-delà des stricts éléments juridiques. Voilà, donc je n'ai pas d'expression personnelle, c'est bien en tant que président de l'ARCEP, m'exprimant au nom du collège, que je suis amené à m'exprimer. Voilà. Alors, justement, à ce niveau-là, parce que ce qui peut aussi inquiéter la représentation parlementaire, qui, sous cette Ve République, est bien malmenée, c'est qu'il y a une tendance, de par la spécialisation et les compétences de ceux qui dirigent ces autorités administratives indépendantes, que vous puissiez non seulement exercer les missions qui vous sont confiées par la loi, mais aussi peser sur les orientations politiques au sens premier du terme. Je ne parle pas de sensibilité de droite, de gauche ou du centre. Quand je lis dans votre interview récente, vous répondez aux questions de rue 89. Je ne sais pas si ça a été ensuite retranscrit dans Le Monde, je n'ai pas regardé. Il y aurait une logique. Notre mandat politique est figé dans les textes, nous n'avons pas à le discuter, mais nous avons la capacité de modifier nos priorités. Si vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus. Oui, c'est ce que je vous indiquais à travers cet exercice de revue stratégique, c'est qu'effectivement nous avons des missions, des outils qui nous sont, et des objectifs qui nous sont confiés par la loi et qui sont très clairement définis, très clairement limités. Et après, la seule marge de manœuvre que nous avons, c'est la question de savoir quels sont les dossiers que nous mettons en dessous ou au-dessus de la pile. Voilà. Et
donc, compte tenu des contraintes budgétaires que je ne discute pas, en l'occurrence, vous avez bien noté que je n'ai pas demandé de moyens supplémentaires pour les nouvelles compétences qui nous sont confiées, eh bien, la manière que nous avons trouvé de faire face à ces nouvelles compétences qui nous sont confiées et qui sont très importantes, je tiens à le souligner. Par exemple, en matière de réseau d'initiatives publiques, nous allons devoir nous prononcer sur les tarifs de l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques en fibre optique, des collectivités territoriales, c'est-à-dire plusieurs dizaines, sans doute à terme une cinquantaine de projets, là où aujourd'hui nous régulons un opérateur sur le réseau haut débit qui est Orange, et puis quelques opérateurs sur le réseau en fibre optique qui sont les différents opérateurs commerciaux au nombre de 3 ou 4. Donc nous avons des missions très importantes qui nous sont confiées. La neutralité du net, au titre du règlement européen, nous avons découvert des surprises. Il va y avoir des compétences extrêmement précises sur lesquelles l'ARCEP va devoir intervenir vis-à-vis non seulement des opérateurs mais aussi des consommateurs pour prescrire un certain nombre de comportements. Et pour faire face à ces nouvelles compétences, eh bien, il va falloir faire des choix. Voilà. Comme nous ne pouvons pas choisir nos missions, nous choisirons nos priorités. Alors il ne s'agit pas évidemment de faire obstacle à l'accomplissement de nos missions. Si nous sommes saisis par telle personne sur une procédure de sanction, sur un règlement différent ou autre, nous ferons notre travail. Simplement, nous avons la capacité, effectivement, d'abandonner certains secteurs de la régulation, comme la loi le prévoit, comme le cadre européen le prévoit, dans le cadre d'un processus qui s'appelle l'analyse de marché, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un processus qui se fait avec l'autorité de la concurrence et la Commission européenne. Et donc, nous avons, et c'est un des premiers actes que j'ai fait en tant que nouveau président de l'ARCEP, arrêter la régulation de l'interconnexion des SMS, qui était une régulation qui existait depuis 2006 ou 2006. Et nous sommes également en train de travailler à une simplification de la régulation de la télédiffusion, qui est la régulation qui s'impose à TDF, et nous allons continuer à simplifier notre régulation et à l'alléger là où elle est possible. Pas seulement parce qu'il y a des contraintes budgétaires, parce que c'est effectivement un degré de maturité plus poussé du marché qui arrive, et nous espérons, grâce à cette énergie que nous aurons pu libérer, pouvoir faire face à nos nouvelles missions. Donc oui, j'assume le fait que la marge de manœuvre que nous avons dans une autorité, c'est la gestion des priorités. Comme me le souffle le directeur général de l'ARCEP, cette revue stratégique ne se fera pas en chambre. Nous allons d'abord faire des ateliers internes avec l'ensemble des agents de l'ARCEP qui seront force de proposition, puis nous allons consulter les acteurs. Il y aura une consultation publique formelle dans laquelle chacun pourra s'exprimer. Et puis, je ne peux qu'appeler de mes vœux une audition en temps utile par les commissions compétentes du Sénat pour venir présenter nos travaux et recueillir les orientations du Parlement. Parce que lors de la discussion de la loi de finances pour 2015, vous avez fait savoir que vous ne seriez pas en mesure de mettre en œuvre les réductions envisagées, tant sur les emplois que sur les moyens de fonctionnement, telles qu'elles étaient envisagées par la trajectoire 2015-2017. Et lorsque on lit les réponses précises que vous avez bien voulu faire à notre questionnaire, vous dites, si les moyens de l'ARCEP devaient diminuer en 2015 comme il est prévu, et sur le triennal 2015-2017, l'autorité n'aurait pas d'autre choix que de ralentir l'exercice de certaines de ses missions. Et vous les décrivez. Bon, d'ailleurs, vous venez de nous le dire. Bon. C'est-à-dire que, puis-je comprendre que vous considérez que l'État ne vous donne pas les moyens d'avoir des ressources suffisantes pour accomplir les missions, et que donc vous êtes obligé de prioriser les missions qui vous sont toutes pourtant dévolues par la loi ou le règlement. Alors, je dirais qu'il y a une intensité très différente entre les deux choses. C'est-à-dire que la revue stratégique telle que nous la concevons est un exercice à moyens constants. La question qui était sur la table, c'était est-ce que nos moyens diminuent ? Puisque donc, ce qui avait été programmé, effectivement, c'est une diminution très significative, effectivement, des moyens de l'ARCEP. C'est un arbitrage qui avait été rendu par le ministre de l'économie en juin 2014.
Et donc, nous avons engagé un dialogue avec Bercy pour revoir cet arbitrage. Et donc, des derniers échanges que nous avons, il devrait être revu. Et donc, nous devrions être davantage dans le scénario de stagnation que je mentionnais. Si nous avions dû effectivement subir la trajectoire qui était prévue initialement, nous aurions eu, mesdames et messieurs les sénateurs, un grave problème. Et lorsque nous écrivons que nous aurions dû ralentir les choses, j'ai été très poli. Je pense que nous aurions été dans une impasse. La situation dans laquelle nous sommes est une situation exigeante. Si effectivement nous avons la stagnation, est une situation exigeante, mais nous espérons pouvoir y arriver par cette revue des priorités. Et alors, ça ne facilite pas les choses d'avoir eu des fonctions importantes au cabinet du ministre de la Communication pour solutionner ce type de problème. Vous savez, les ministres eux-mêmes ont du mal à avoir les budgets qu'ils souhaitent. Bah oui, mais on peut quand même appeler les membres des cabinets des ministres en charge des finances. Oui, les ministres peuvent pense appeler le que président de la avez République, fait. vous savez, c'est plus efficace. Bon, si j'en reviens à cette interview qui est extrêmement intéressante, et pour poursuivre dans le fil du début de notre dialogue sur les autorités indépendantes, vous dites on reste dans notre couloir, c'est important car c'est un des motifs de friction entre le politique et les autorités administratives indépendantes. Celles-ci ne sont pas démocratiquement élues, ça, on ne vous le fait pas dire, d'ailleurs vous le dites justement, ce qui pose selon moi une certaine limite à la liberté de parole. Et pourtant, quand je lis l'interview, je vais vous dire que je n'ai pas beaucoup trouvé de limite. C'est pas un reproche. Hein. Non, mais j'entends bien. C'est une question sensible que vous soulevez parce que je pense qu'on est dans un impossible. C'est-à-dire que je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire que je pense qu'une autorité indépendante ne peut pas se prononcer sur tout et n'importe quoi. Et elle n'a pas réponse à tout, elle ne doit pas se prononcer sur tout. Et elle n'a pas à occuper un espace symbolique qui est celui du politique qui doit donner le sens des choses sur un certain nombre de sujets. Et en même temps, c'est très difficile de restreindre a priori la parole effectivement d'une autorité indépendante. Et donc tout est affaire effectivement d'équilibre et de gestion des choses. Je répondais particulièrement à une question de la journaliste sur la question de la loi renseignement. Nous avons été saisis pour avis sur le projet de loi renseignement et un certain nombre d'observateurs du numérique s'attendaient à ce que l'ARCEP participe au concert des critiques sur le caractère potentiellement attentatoire aux libertés publiques de ce projet de loi. Et nous avons souhaité avec le collège effectivement rester dans notre couloir, c'est-à-dire vraiment dans le cadre de nos compétences. Certes, nous faisons partie de la famille du numérique, mais nous n'avons pas à nous lancer dans des opinions générales et inconsidérées par rapport à toute question numérique. Nous devons rester près de nos bases, comme on dit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en éloigner un petit peu lorsqu'il y a nécessité de contribuer à certains débats, mais il m'a semblé que là, ça aurait été aller trop loin. Encore une fois, je le rappelle, l'ARCEP est une autorité technique. Dans le numérique, la technologie, la technique, c'est important. Mais moi, je fais une distinction très importante entre la question technique, technico-économique, et puis la question des libertés publiques. Il y a des autorités qui sont en charge de ces questions de libertés publiques, que ce soit la CNIL, que ce soit le CSA, que ce soit le Défenseur des droits, enfin, un certain nombre d'autorités, et ça n'est pas le cas de l'ARCEP, et donc j'ai souhaité que nous ayons une expression qui soit vraiment ciselée et je dirais très proche de notre métier sur cette question sensible de la loi renseignement. Oui, et vous considérez avoir, sur le plan technique, donné au Parlement toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse se déterminer sur la loi renseignement. Je pense à ce que vous avez dit. Je vous cite, potentiellement les dispositifs de proximité, les IMSI catchers et les dispositifs automatisés, les boîtes noires, pourraient
en toute hypothèse, poser un problème de fiabilité des réseaux, et nous l'avons dit. J'ai pas eu le sentiment que cela ait été beaucoup entendu dans le débat parlementaire. Alors nous l'avons écrit et puis nous avons été entendus par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous avons eu un échange assez poussé avec la commission. Des questions techniques très pointues ont été posées lors de cette audition et nous avons effectivement été entendus puisque le dispositif qui a été choisi par le législateur, sous réserve évidemment de confirmation de cette loi, c'est un dispositif qui permet de faire vivre un lien technique dans la durée, à travers 2 mesures qui ont été ajoutées par rapport au projet de loi initial. La première, c'est que le collège de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui va contrôler les pratiques des services, va être composé de 7 membres, dont un expert des communications électroniques, en l'occurrence qui sera proposé sur ma proposition et nommé par décret, mais l'essentiel étant que ce soit un expert des communications électroniques, de manière non pas à réaliser des expertises, puisque c'est le rôle des services de la commission de contrôle, mais à pouvoir entretenir une exigence technique dans le contrôle de cette autorité. À pouvoir également entretenir un dialogue, et c'était l'autre élément que nous avions appelé de nos voeux dans notre avis, un dialogue avec le secteur, pour être certain que ces dispositifs de proximité, dispositifs automatisés, se fassent de manière avec une intégration technique qui soit bonne avec les opérateurs télécoms. Et puis le deuxième dispositif qui a été prévu, c'est une capacité pour les 2 autorités, la CNCTR et l'ARCEP, de se consulter, évidemment dans le respect des secrets de la défense nationale, de manière à pouvoir nourrir un échange technique dans la durée. L'idée étant qu'en matière de régulation, on ne peut pas tout écrire dans un texte figé parce que quand la technologie évolue, les choses ne sont pas faciles à photographier, il peut y avoir des comportements de contournement. Et donc le choix qui a été fait sur ce plan, c'est plutôt d'entretenir un lien, un dialogue technique pour permettre à la CNCTR de pouvoir exercer pleinement son contrôle. Je vais insister sur un point qui me paraît important au niveau général. Je dirais que vous êtes tellement pointu, c'est un compliment, sur ces questions, que le fait que le gouvernement vous appelle pour faire partie du cabinet de la ministre en charge de ces techniques paraissait tout à fait justifié. Et vous vous retrouvez ensuite avec le pouvoir d'être président d'une autorité administrative indépendante. Et vous nous avez dit à juste titre que en face, c'est-à-dire dans les acteurs de ces filières, il y a des compétences considérables. Bon. Est-ce que vous envisagez, c'est une question très personnelle, est-ce que vous envisagez de rester toute votre carrière dans le domaine public ? C'est une question très personnelle, en effet. Oui. Écoutez, puisqu'on est dans les vous confidences... comprenez le sens de la Oui, je comprends bien. Puisqu'on est dans les confidences, sachez, monsieur le rapporteur, que lorsque j'ai été effectivement en cabinet auprès de madame Pellerin, au Quai d'Orsay, puis à la Culture à partir de mars 2014, c'est-à-dire lorsque je n'étais plus directeur de cabinet auprès d'elle à Bercy, effectivement j'ai commencé à réfléchir à mon avenir, et mon avenir n'était pas forcément public. Voilà. Il se trouve que les choses se sont passées autrement. En tant que fonctionnaire d'un corps de l'État, j'ai un engagement décennal qui est rempli. Et donc après, je serai soumis à des règles de déontologie que je respecterai scrupuleusement, évidemment. Mais je ne peux pas vous dire si je resterai toujours dans le public. Je trouve que toutes les expériences sont intéressantes. Je ne peux pas vous garantir non plus que je resterai en France, parce que le monde est vaste, notamment dans les nouvelles technologies. Et donc, je n'ai strictement aucune idée de mon avenir professionnel, si vous voulez tout savoir. Avec toutes vos compétences, votre jeunesse, vous comprenez bien que passer dans le privé, vous serez redoutable pour l'administration.
En tout cas, si j'étais amené à le faire, je prendrais soin de ne pas le faire en étant l'interlocuteur d'endroits où j'aurais été dans un passé récent. Voilà. Pour en revenir plus directement au fonctionnement de l'ARCEP, bon, on constate un accroissement quand même considérable des missions de l'ARCEP. Est-ce que cette évolution ne vous amène pas à sortir d'un rôle strict de régulateur, ce dont j'ai l'impression à lire vos explications publiques, pour jouer un rôle d'expertise et de conseiller de l'État en matière de nouvelles technologies, alors même qu'on peut considérer que l'État aurait dû conserver ce rôle? C'est une question qui est très importante et à la limite, je dirais, la question de savoir qui fait quoi, c'est certainement pas à moi de le dire. Moi, ce que je constate, c'est que dans le domaine des communications électroniques, il y avait auparavant une direction générale au sein du ministère de Bercy qui était en charge de ces sujets. Et lors de la création de l'ART en 1997, une partie très importante de ces troupes sont parties à l'ART de l'époque. Et aujourd'hui, la situation quantitative, c'est que dans la République, vous avez l'ARCEP avec à peu près 170 personnes qui s'occupent de communication électronique et de poste. Et vous avez la direction générale des entreprises qui compte à peu près 1300 personnes, mais sur les sujets spécifiques des télécoms, c'est plutôt quelques dizaines. Et donc vous avez numériquement, effectivement, un déséquilibre qui s'est instauré au profit de l'autorité de régulation. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement favorable à la disposition qui a été adoptée dans la loi Macron à l'initiative de la députée Corinne Erel, visant à permettre au gouvernement de solliciter l'expertise de l'ARCEP sur tout sujet relatif aux communications électroniques et aux postes également. C'est également une proposition qui a été faite par messieurs Gélard et Sueur, dans le cadre du rapport d'information de l'année dernière, que systématiquement les AI puissent être consultés au titre d'une expertise indépendante par le gouvernement, afin que, justement, ce qu'on se disait tout à l'heure, cette expertise qui est développée ne soit pas capturée dans la République, mais puisse être largement utile. Largement utile au gouvernement, largement utile au Parlement aussi, puisque les commissions compétentes de l'Assemblée et du Sénat ont la capacité non seulement d'auditionner l'ARCEP, mais aussi de les solliciter pour avis sur toute question. Et je crois que dans un contexte de contraintes budgétaires, qui ne permettent pas forcément de démultiplier les compétences à l'infini dans la République, ce peut être une manière intelligente de gérer les choses. Comme je vous l'ai dit, la loi française organise une régulation conjointe des télécoms et des postes par le ministre et par l'ARCEP. Si, dans le cadre de ces missions, le ministre peut s'appuyer sur l'expertise de l'ARCEP en la sollicitant pour avis, alors je pense qu'on aura vraiment un équilibre qui sera pleinement satisfaisant. Oui, mais vous nous avez dit tout à l'heure et vous venez de le redire, que sur un certain nombre de décisions, vous aviez une action conjointe avec l'État. Alors c'est quand même problématique, parce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous agissez plus qu'en parallèle, vous agissez, vous l'avez dit, conjointement. Bon. Et en même temps, il y a ce rôle de conseiller de l'État. C'est quand même une articulation assez compliquée, qui peut générer un certain nombre de problèmes. Écoutez, moi, comme je le dis souvent, ce qui compte à la fin de la journée, c'est que la régulation soit bonne. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que cette articulation fonctionne bien. Après, on peut imaginer qu'il y ait davantage de garanties pour que ça dépende moins des circonstances, des personnes, certainement. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Donc la question qu'on peut se poser, si de régulateur, d'autorité indépendante, vous n'allez pas devenir la structure qui détermine la politique du pays dans le domaine de ces techniques. Je ne sais pas comment répondre à cette question, monsieur le rapporteur. Moi, je note que Emmanuel Macron
Axel Lemaire, sont extrêmement présents dans le sujet des communications électroniques et des postes. Il y a un plan gouvernemental qui s'appelle le plan France Très Haut Débit, un plan de 20 milliards d'euros, dont 3 à 4 millions d'argent public de l'État qui sont mis sur la table. Les deux ministres réunissent tous les mois les opérateurs à Bercy pour contrôler leur action, leur déploiement, leur engagement, évoquer un certain nombre de sujets des réglementations. Une loi sur le numérique, peut-être 2 lois sur le numérique, vont être portées par ces ministres et qui, certainement, porteront des dispositions très structurantes pour le marché des communications électroniques. Et donc, je ne peux que vous répondre que nous constatons une action forte du gouvernement sur ces sujets des communications électroniques et nous n'avons pas l'impression, effectivement, de leur faire de l'ombre. Non, mais on peut parfois considérer que certaines autorités administratives indépendantes mettent l'essence dans le moteur de l'État, pour simplifier. J'entends ce point, c'est pour ça que j'accueille très favorablement la formalisation des échanges entre l'ARCEP et le gouvernement. Jusqu'à présent, effectivement, beaucoup de choses se faisaient dans l'informel et par des contributions, entre guillemets, volontaires de la part de l'ARCEP. Demain, avec la loi Macron, l'ARCEP n'aura pas le choix, entre guillemets. Elle devra apporter son expertise dès lors qu'elle sera saisie pour avis par le gouvernement. Je crois que j'aurai d'autres questions, oui, mais... Monsieur Guéry-Colaï. Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai juste une question. Pour le commun des mortels, l'ARCEP est le bras armé, si je puis dire, électronique et numérique du gouvernement. On sent que vraiment, c'est une autorité administrative indépendante, mais sur le fonctionnement, on sent que c'est l'ARCEP qui applique, à la fois de la part de l'Europe et de la part du gouvernement, ce qu'il faut faire. Et moi, je voulais savoir quelle est votre relation avec la nouvelle agence pour le numérique. Parce qu'au fond, est-ce que c'était nécessaire, alors qu'il y a l'ARCEP, de créer une agence devant laquelle les territoires ont présenté tous leurs plans de très haut débit et autres, et quand les territoires ont présenté devant l'agence, qui était le fonds plutôt le fonds stratégique avant pour le numérique, quand on l'a présenté, est-ce que l'ARCEP est intervenu sur cette présentation par les territoires, parce que maintenant vous nous dites que vous allez contrôler les locations, si je puis dire, des RIP vis-à-vis des opérateurs, etc., pour que les tarifs soient à peu près uniformes, je suppose, dans l'ensemble du pays. Comment va fonctionner à l'avenir la relation territoire, agence du numérique et ARCEP? Est-ce que d'un côté, c'est uniquement le côté juridique et financier, de l'autre, l'agence du numérique, c'est simplement de la subvention? On n'arrive pas très bien à comprendre le futur financement, le futur fonctionnement, pardon. Alors, tout à fait, les choses sont en train de se construire. Je dirais que l'agence du numérique, elle est porteuse de projets, de programmes. En l'occurrence du programme France Très Haut Débit, qui est un programme effectivement dans lequel les territoires sont amenés à déployer des réseaux. Et donc l'agence du numérique les accompagne, les aide à monter leurs projets. C'est elle qui instruit les dossiers pour permettre in fine les financements. Elle propose des harmonisations de ces réseaux pour qu'ils s'intègrent harmonieusement sur effectivement les différentes architectures qui existent. Et nous, de notre côté, effectivement, nous exerçons notre régulation, une régulation qui est transversale et qui s'applique à tous les réseaux. Nous régulons tous les réseaux en fibre dans le cadre d'une régulation symétrique, qui est une régulation relativement légère, mais qui normalise un certain nombre de comportements. Donc, quelque part, nous fixons une règle du jeu à un instant donné, et cette règle du jeu, elle est internalisée par l'ensemble des acteurs, les collectivités et l'agence du numérique dans le cadre de ces actions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la création de cette agence, et notamment de la mission France Très Haut Débit, était très fortement attendue par les territoires porteurs de projets, et elle a permis effectivement de lever un peu une confusion. Beaucoup de territoires se tournaient vers l'ARCEP, puisque comme je l'ai indiqué, nous avons l'habitude de travailler avec eux depuis longtemps, mais n'étant pas nous-mêmes porteurs du plan France Très Haut Débit, qui est un plan du gouvernemental, il y avait une difficulté. Donc le fait qu'il y ait un guichet
entre guillemets, qui a été créé, je pense que ça a beaucoup simplifié les choses. Concernant l'articulation avec notre régulation, il y a un comité consultatif, le COCOF, c'est ça, qui examine les dossiers des collectivités en amont, et l'ARCEP est présent dans ce COCOF sans voix délibérative. Voilà. Donc nous avons, le cas échéant, si nous voyons qu'il y a des projets qui s'écarteraient trop des règles du jeu que nous avons définies, la capacité de demander la parole et, le cas échéant, d'intervenir, mais nous n'intervenons pas dans le processus décisionnel. Oui, j'aimerais connaître le degré de responsabilité de l'ARCEP dans l'organisation de la desserte du territoire en très haut débit. Comme vous le savez, dans un premier temps, les grands opérateurs ont décidé des territoires qu'ils allaient desservir et pour ce faire et le faire gratuitement, à savoir les grandes villes, les métropoles, les agglomérations suffisamment conséquentes pour être rentables pour l'opérateur concerné, laissant les territoires ruraux à la discrétion des collectivités locales et de l'État pour financer, alors qu'il eût été sans doute beaucoup plus judicieux de faire une péréquation et de desservir l'ensemble du territoire en mettant les opérateurs dans l'obligation de le faire, même si ça avait supposé une petite participation des collectivités. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux, et est-ce que vous aviez en la matière un pouvoir ? Non. Non. Effectivement, nous sommes le gardien du bon fonctionnement du marché, et donc nous fixons un certain nombre de règles du jeu sur les acteurs qui déploient des réseaux en fibre optique. En revanche, on ne peut pas les obliger à avoir telle ou telle couverture ou à exercer telle ou telle péréquation. Le choix qui a été fait en matière de très haut débit, c'est un choix du gouvernement à travers le plan France Très Haut Débit, dont la première épure était le plan national, programme national très haut débit en 2010, je crois, ou 2009, et qui est un plan qui consiste à organiser et à partager les rôles. Les opérateurs déclarent les zones dans lesquelles ils interviennent. Elles sont limitativement délimitées. Les opérateurs prennent des engagements très clairs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des territoires dans le cadre de conventions sur ces déploiements. Et la couverture du reste du territoire est assurée à l'initiative des collectivités locales avec le soutien du programme national très haut débit. La péréquation a été en fait organisée de manière indirecte, c'est-à-dire que le programme national très haut débit apporte des subventions aux collectivités locales pour les aider à compenser effectivement le fait qu'elles interviennent dans des zones qui sont moins denses et donc plus coûteuses. Et le programme très haut débit est financé par des redevances qui sont ponctionnés sur les opérateurs télécoms. Donc c'est bien l'argent des opérateurs télécoms qui déploient dans les zones denses qui va financer la péréquation et la couverture des territoires dans les zones moins denses. Mais je reconnais que c'est un circuit un petit peu plus long que celui auquel on est habitué. C'est une histoire de barème, voilà. Mais il y a tout de même deux catégories de citoyens, ceux qui habitent en ville et ceux qui sont à l'extérieur. Et par conséquent, ceux qui sont en ville ont le service tout à fait gratuitement. La fibre optique arrive jusque chez eux sans qu'ils aient rien à débourser, que ce soit en tant que contribuable ou en tant qu'usager. En milieu rural, c'est la collectivité qui doit intervenir, même si l'État compense en partie, mais seulement en petite partie. Ce sont quand même les collectivités qui font l'effort, régions, départements, communautés de communes, et par conséquent, ça n'est quand même pas un système qui soit parfaitement équitable entre l'ensemble des citoyens de ce pays. Malheureusement, comme je vous l'indiquais, ce sujet n'est vraiment pas du ressort de l'ARCEP. Il y a des barèmes de soutien aux collectivités locales qui ont été définis. L'État apporte un soutien en moyenne de 50%. Donc effectivement, suivant qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça peut être considéré comme un apport important ou comme quelque chose d'insuffisant. Le barème peut aller plus loin. Dans certains territoires très ruraux, ça peut monter à 70% de soutien de l'État pour aider à la couverture de ces territoires.
Mais je ne peux pas défendre quelque chose qui n'est pas établi par... voilà. Et puis je pense qu'il ne faut peut-être pas être toujours sur la réserve quand il s'agit des collectivités locales quand même. Parce que quelquefois c'est le sentiment que vous donnez, d'être un peu sur la réserve quand il s'agit des collectivités locales, non? Disons que nous veillons à respecter la libre administration des collectivités, qui est un principe important. Parfois, vous savez, nous avons une longue expérience de la relation avec les territoires. Ça fait 10 ans que nous avons créé des enceintes de dialogue avec les territoires, et sachez que très régulièrement, lorsque l'ARCEP commence à dire « bon, écoutez, quand même, vous pourriez faire comme ci ou comme ça », il y a quelqu'un dans la salle qui lève le doigt pour dire « attendez, l'État jacobin, ça suffit ». C'est nous, les territoires, qui intervenons. C'est nous qui avons acquis ce droit d'intervenir sur les territoires. Donc on veut bien que vous nous disiez des choses quand il s'agit de l'articulation entre notre intervention et le marché, parce que vous êtes les spécialistes du marché, mais laissez-nous faire, nous, notre travail. Et donc effectivement, c'est toujours un équilibre dans le fait que nous souhaitons accompagner leur intervention, mais in fine, ce sont les collectivités qui décident, et donc nous respectons leur libre administration. Monsieur le rapporteur, vous reprenez la main? Oui, nos collègues rebondiront. Avant de revenir sur les questions européennes, comment aujourd'hui s'articulent vos compétences avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel? Est-ce qu'il n'y a pas des zones qui se recouvrent, se recoupent? Et quelle est votre idée, votre sentiment sur le débat qui n'est pas tranché, d'un rapprochement, voire d'une fusion de ces deux autorités administratives indépendantes? Alors nous vous sommes... pouvez me répondre que si la loi l'impose, Bien sûr. vous ferez ça, d'accord, mais Bien sûr. je vous évite cette réponse. Non, nous sommes effectivement trois autorités indépendantes qui sommes très concernées par le numérique. La CNIL, qui protège la vie privée, le CSA, qui est le gardien du pluralisme et de la liberté d'expression, et l'ARCEP, qui est, comme je le dis souvent, celui qui s'occupe de la tuyauterie du numérique. Voilà. Et se pose régulièrement effectivement la question de la coopération, du rapprochement, de la collaboration entre ces trois institutions, qui est une question qui est tout à fait légitime, puisqu'il existe de très nombreux modèles à travers le monde, avec des combinaisons diverses et variées entre ces trois autorités, et d'autres d'ailleurs, également avec les autorités de concurrence, ou avec parfois les autorités sectorielles de l'électricité ou des transports. Donc il y a plein de combinaisons qui existent, et je me garderais bien de dire que tel modèle est structurellement beaucoup plus intelligent que tel autre. Avec la CNIL, nous entretenons des rapports qui sont croissants, puisque nous avons typiquement sur un sujet comme l'Internet des objets, je dirais des préoccupations communes. Comme vous le savez, les réseaux aujourd'hui connectent massivement des personnes, des ordinateurs, et demain ils vont connecter massivement des capteurs qui vont être disséminés un peu partout dans les rues pour les services de la ville intelligente, dans les transports intelligents, dans votre voiture, dans votre frigo, partout. Et donc la multiplication de ces objets connectés soulève des préoccupations de vie privée qui intéresse la CNIL et soulève des questions de bon fonctionnement des réseaux, de qualité de service et d'interconnexion qui concernent très fortement l'ARCEP. Et donc c'est évidemment un sujet sur lequel nous sommes tous les deux très attentifs. La CNIL a souhaité nous associer à une démarche de développement des bonnes pratiques qui s'appelle les pactes de conformité. La CNIL développe des bonnes pratiques avec le secteur de l'assurance, avec le secteur de la voiture, sur la gestion des données personnelles, et souhaite développer ce type de pratiques avec les opérateurs télécoms, notamment par rapport à ces enjeux d'Internet des objets. Et donc la CNIL nous a proposé de nous associer à ces travaux, et donc nous allons les conduire conjointement. Inversement, nous allons lancer, nous, un cycle d'audition pour bien comprendre tous les enjeux techniques liés à l'Internet des objets, qui va durer 6 mois au deuxième semestre. Et nous avons décidé de faire des auditions ouvertes, c'est-à-dire en permettant à d'autres autorités publiques de se joindre. Et évidemment, j'ai proposé à la CNIL de participer à ces travaux. Concernant le CSA, Olivier Schramek vous a d'ores et déjà indiqué un certain nombre de sujets sur lesquels nous travaillons ensemble. Nous avons des sujets de coordination et nous avons des sujets de convergence.
Les sujets de coordination sont typiquement les questions liées aux attributions de fréquences. Et typiquement, nous travaillons aujourd'hui avec l'Agence nationale des fréquences et avec le CSA et le gouvernement, bien évidemment, sur les modalités de comment est-ce que cette bande de fréquences doit basculer de l'audiovisuel au télécom. Je dirais que cette coordination existe depuis toujours. Elle fonctionne bien, me semble-t-il, personne ne s'en plaint. Et si nous devions passer de la coordination à la convergence, cela voudrait dire qu'une même autorité s'occupe très largement de la gestion des fréquences. Et donc par rapport à votre souci de capture technique par un régulateur, je serais à votre place très vigilant. Concernant ensuite les sujets de convergence, il y a effectivement des sujets sur lesquels nous devons veiller à ne pas dire des choses contradictoires. Et nous avons pour cela des mécanismes de consultation réciproque. Nous saisissons le CSA sur toute question qui concerne l'audiovisuel et le CSA nous consulte sur toute question qui concerne les télécoms. Nous avons convenu avec Olivier Schrammeck d'identifier un certain nombre de sujets techniques sur lesquels nous pourrons travailler ensemble en essayant d'avoir un regard commun. Je ne suis pas en mesure encore aujourd'hui de vous dire quel sera le champ précis de ces sujets, mais nous y travaillons de manière très concrète avec le CSA. Si vous me permettez une remarque plus générale, je dirais que sur ces questions de numérique, l'enjeu aujourd'hui, je pense, est effectivement un enjeu de taille critique, c'est-à-dire de la capacité d'un régulateur à pouvoir traiter ces sujets, mais ce n'est pas un enjeu de taille critique en mélangeant nécessairement les sujets. Ce n'est pas nécessairement en étant à la fois en charge de la liberté d'expression, du pluralisme, de la vie privée, de la tuyauterie, qu'on sera plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, la vraie limite à la souveraineté des États et des régulations, c'est la question de la territorialité. C'est-à-dire que nous avons des acteurs de l'Internet qui sont implantés dans d'autres pays que la France, et dont il est difficile de faire respecter les règles du jeu, nos règles de droit national, sans avoir à coopérer avec d'autres autorités. Et donc, à titre personnel, je pense que l'enjeu très important auquel nous allons tous devoir faire face pour avoir une bonne régulation du numérique, c'est notre capacité à travailler de manière beaucoup plus intégrée entre autorités nationales et avec la Commission européenne sur chacun de ces trois sujets de la tuyauterie, de la vie privée et de la liberté d'expression. Et donc je pense que l'enjeu est réellement dans cette capacité d'intégration européenne qui me semble prioritaire par rapport à la question purement nationale. Une dernière question, monsieur le rapporteur, pour respecter l'horaire. Je sais que le sujet est vaste. Le sujet est vaste et vous venez là encore de poser une question importante parce que vous nous dites astucieusement, je ne peux que rendre hommage à votre intelligence, vous nous dites si on fusionnait finalement le CSA et d'autres autorités administratives indépendantes, là, on créerait un pôle d'une telle puissance que ça irait à l'encontre d'un certain nombre de nos objectifs. Mais en même temps, si on découpe tout pour créer chaque année de nouvelles autorités administratives indépendantes, ça pose aussi un autre problème. Et ne pensez-vous pas que on arrive quand même à un certain délitement de l'État et du pouvoir de l'État? Le rapport d'information qui a été rendu l'année dernière par M. Gélard fait état de la création de nouvelles autorités suite à son premier rapport qui, je crois, datait de 2006. Aucune des trois autorités du numérique que j'ai mentionnées ne fait partie de ces nouvelles autorités. Et donc, nous n'avons pas le sentiment de participer à la prolifération qui est parfois pointée du doigt. Et j'ai l'impression que le sujet, c'est plutôt la question de ces nouvelles autorités, parfois petites, parfois moyennes, qui ont été créées ces dernières années et qui auraient pu être créées à l'intérieur des régulations existantes. Et c'est ce qui s'est passé avec la Poste.
on aurait pu imaginer de créer un régulateur des postes. Il n'y a pas tant de synergie que ça dans la régulation des télécoms et des postes. Il y a les services supports évidemment, mais c'est quand même des métiers, des marchés qui sont quand même assez différents. Et à part le fait que ces secteurs ont été rassemblés ensemble dans le sigle PTT, il y a quand même de ça un certain temps, les synergies sont limitées. Et donc, moi je pense que c'est plutôt ça la question, effectivement, quand il y a un nouveau besoin de régulation, faut-il qu'il soit exercé par une autorité ad hoc, ou peut-il être, ou cette mission peut-elle être raisonnablement assurée par une autorité existante? Me semble-t-il que ce serait la meilleure manière d'éviter la prolifération des autorités. Et je ne suis pas certain que ce soit en fusionnant des grosses et vieilles autorités, si vous me permettez cette expression, qu'on empêchera la création de nouvelles autorités. Voilà. Mais, pour tout vous dire, on n'a pas encore entendu un président d'autorité administrative indépendante nous dire que l'avenir c'était la fusion avec une autre ou la suppression de son autorité indépendante. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la répartition de vos compétences respectives avec l'autorité de la concurrence? Tout à fait. Juste peut-être une toute petite remarque technique sur le point précédent. Au niveau européen, il y a 4 champs juridiques dans le numérique. Il y a la directive e-commerce, qui est un champ réglementaire transversal qui est transposé dans la LCEN en France. Il y a effectivement le droit de la vie privée, le droit de l'audiovisuel et le droit des télécoms. Donc la séparation entre les sujets, elle est malheureusement aussi un peu organisée au niveau européen. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Concernant l'autorité de la concurrence, écoutez, nous avons des relations qui sont maintenant bien établies. Lorsque l'autorité de la concurrence est saisie d'un contentieux dans le secteur des télécommunications ou des postes, elle nous transmet ce contentieux et nous exprimons un avis. Lorsqu'elle est saisie d'une concentration entre opérateurs télécoms ou acteurs postaux de la même manière, elle nous transmet le dossier et nous sollicite notre expertise technique et sectorielle à propos de ces opérations. Et réciproquement, lorsque nous sommes amenés à prendre des décisions importantes sur la régulation, nous saisissons de manière systématique l'autorité de la concurrence. Et sans trop m'avancer, je crois pouvoir dire que les deux autorités se félicitent de leur coopération qui est fructueuse et bien installée depuis un certain temps et qui, je pense, a participé au succès du développement du marché des télécoms et de sa compétitivité qui est assez exemplaire. Et je pense que les deux autorités ont joué un rôle important. Oui. Vous avez exposé dans l'interview que je citais que vous n'étiez pas malthusien, mais darwinien, on ne peut que vous en féliciter. Mais ce qui augure de nouveaux champs d'action, en tout cas au niveau des priorités. Je crois que, bon, et d'ailleurs c'est tout à fait souhaitable. Je reviendrai sur l'Europe. J'ai cru comprendre que, en ce qui concerne les SMS, le stop venait de l'Europe. Vous pouvez nous en dire un mot, à la fois du pourquoi de ce stop par l'Europe et de ce que vous en pensez. Effectivement, c'est un processus dont je n'ai assuré que la partie finale. L'ARCEP régule l'interconnexion des SMS depuis 2006. L'interconnexion, c'est le prix que se payent entre eux les opérateurs lorsqu'on envoie un SMS de Orange à Bouygues. Bouygues fait payer un petit quelque chose à Orange et réciproquement. Bon. Ce que nous avions constaté à cette époque, c'est que les charges globales entre les opérateurs pouvaient s'équilibrer, mais qu'il y avait certaines situations particulières dans lesquelles ça ne marchait pas. Si un opérateur décidait de développer des SMS de manière très sympathique pour les consommateurs, eh bien, il aurait eu à supporter des charges très importantes pour payer l'interconnexion sur les autres réseaux, ce qui donc le désincitait à le faire. Et donc, les opérateurs se regardaient en chien de faïence et personne ne voulait développer les SMS en France. Et donc, à travers la régulation du marché de l'interconnexion, nous avons permis la libération des usages. Et donc, maintenant,
quasiment, me semble-t-il, toutes les offres sont avec des SMS illimités. Là où les SMS étaient extrêmement restreints en 2006, ils étaient quasiment tous payés à l'unité ou dans des petits forfaits de 10 ou de 20 SMS. Quand on voit aujourd'hui que l'envoi moyen de SMS est de plusieurs centaines par personne, on voit le chemin qui a été parcouru depuis. Et donc, je dirais, nous étions dans une dynamique de continuer assez naturellement cette régulation. Et la Commission européenne nous a dit sympathiquement, écoutez, on a l'impression que votre régulation a porté ses fruits. Nous avons des doutes sur le fait que vous pourriez être, à travers cette régulation des SMS finalement, en train d'encourager artificiellement les consommateurs à envoyer des SMS, plutôt qu'à utiliser des services de type instant messaging, WhatsApp, enfin des services concurrents entre guillemets fournis par des acteurs de l'internet et non pas par des opérateurs télécoms. Et donc afin de ne pas intervenir arbitrairement entre ces différentes technologies, il a paru à la Commission européenne plus prudent de lever notre régulation. Effectivement, c'est ce que nous avons fait. Et en même temps, nous avons fait passer le message aux opérateurs que nous espérons qu'ils allaient être suffisamment intelligents pour ne pas remettre en cause les acquis de la régulation, ce qui nous obligerait à la remettre sur la table. Voilà. Monsieur le rapporteur. Merci. Nous allons donc terminer cette audition en remerciant Monsieur le Président d'y avoir participé d'une manière très claire et très complète. Merci beaucoup. Voilà pour cette audition de l'ARCEP, audition dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes, qui a pour présidente Marie-Hélène Deségaux, sénatrice Les Républicains, vous l'avez entendu, et qui a pour rapporteur le président du groupe RDSE, Jacques Mézard.